Les portes de la salle de réception s'ouvrirent à la volée, et tout s'arrêta. Absolument tout. La musique s'éteignit en plein accord. Les invités se figèrent sur leurs chaises. La mariée, ma meilleure amie, la femme à qui j'avais confié ma vie, se retourna, son sourire encore plaqué sur son visage. Et pendant une fraction de seconde, je vis la confusion traverser son regard. Le marié, le père de mes enfants, l'homme à qui j'avais donné 9 années de ma vie, devint livide. Sa main lâcha la sienne comme si elle avait été brûlée. Et là, au milieu de l'allée, trempé jusqu'aux os et le souffle court, se tenait mon fils de 9 ans. Mon fils, magnifique, courageux, le cœur brisé. Dans ses bras, enveloppé dans une couverture rose et pleurant doucement, se trouvait sa petite sœur nouveau-née, ma fille. Le bébé dont il n'aurait même pas dû savoir qu'il naissait ce jour-là, car je lui avais demandé de rester à la maison avec sa grand-mère. Mais d'une manière ou d'une autre, il savait. D'une manière ou d'une autre, il avait compris ce qui se passait avant moi. Les yeux de mon fils étaient rivés sur le visage de son père. Et à cet instant, je vis en lui quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une sorte de courage qui ne vient que lorsque tout ce que vous aimez est en jeu. Son jeune visage était tordu par la colère et la douleur. Sa mâchoire était serrée comme s'il avait 30 ans au lieu de 9. Sa petite sœur continuait de pleurer, inconsciente que son entrée dans le monde était sur le point d'être marquée à jamais par la trahison. « Papa !» cria-t-il, et le son de ce cri résonna dans la salle de mariage comme un coup de tonnerre. « Papa, qu'est-ce que tu fais ? Maman vient d'avoir le bébé. Maman vient d'avoir ton bébé. » J'entends encore ce cri. Je l'entends dans mon sommeil. Je l'entends lorsque je suis seule, dans les moments calmes avant l'aube. Ce seul mot, papa, contenait tant de confusion, tant de douleur, tant de trahison qui n'appartenaient pas à un enfant de 9 ans. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à crier comme ça. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à se battre pour sa famille comme un soldat sur un champ de bataille. Les invités poussèrent des exclamations de surprise. Certains sortirent leur téléphone. J'apprendrai plus tard que ce moment, cet unique moment de courage de mon fils et de cruauté de mon ex, serait capturé, partagé et regardé par des milliers de personnes en ligne. Il deviendrait viral. Les gens commenteraient la vidéo. Ils prendraient parti. Ils me jugeraient pour mes choix, jugeraient mon fils pour ses actions, jugeraient Benjamin pour sa trahison. Mais à cet instant, je me fichais des téléphones, des témoins ou de ce que les gens penseraient. Tout ce qui comptait, c'était mon petit garçon, debout là, dans son uniforme d'école, tenant sa petite sœur dans ses bras, essayant de sauver sa famille avec la seule arme qu'un enfant de 9 ans possède, la vérité. La mariée se mit à rire. Un rire franc, sincère. Elle se tourna vers mon ex avec une expression de pure délice, comme si elle venait d'assister à la chose la plus divertissante qu'elle ait jamais vue. Puis elle regarda mon fils, son futur beau-fils, et dit « Oh, ne t'en fais pas, mon chéri. Je serai une excellente belle-mère pour toi et ta sœur. Tout va très bien se passer. » Elle le dit comme si elle lui offrait un bonbon, comme si elle lui promettait quelque chose de merveilleux. Comme si ce n'était pas elle qui avait aidé à détruire sa famille. Comme si le fait que sa mère soit dans un lit d'hôpital, se remettant d'un accouchement, n'avait aucune importance. Comme si ses larmes, sa peur et sa douleur n'étaient que de mignons petits obstacles qu'elle pouvait arranger avec son sourire. Mon ex, lui, restait là, immobile. Il ne courut pas vers son fils. Il ne se précipita pas hors de la salle de mariage pour aller à l'hôpital voir sa fille nouveau-née. Il ne dit rien à sa meilleure amie, ma meilleure amie. Il ne dit rien à la femme à qui il venait de faire des vœux au sujet de ses propres enfants. Il se tenait là, dans ce costume coûteux que je l'avais aidé à acheter avec mon propre argent, les mains toujours tendues vers la femme qu'il avait choisie au détriment de ses propres enfants, au détriment de la femme qui lui avait tout donné. Je n'étais pas à ce mariage. J'étais dans un lit d'hôpital, faible et épuisé par l'accouchement qui avait eu lieu quelques heures plus tôt. J'étais là, avec des perfusions dans les bras et des points de suture sur le corps, tenant ma fille nouveau-née pour la première fois, essayant de réaliser que je venais de mettre une nouvelle vie au monde. Et ma belle-mère, sa mère, est venue me raconter ce qui s'était passé. Elle est entrée dans ma chambre d'hôpital avec un regard qui disait qu'elle avait été, elle aussi, trahie. Elle est venue me dire que pendant que je mettais notre enfant au monde, mon mari en épousait une autre. Au début, je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'elle était confuse. Je pensais qu'il y avait peut-être une méprise, qu'elle avait mal compris quelque chose. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment Benjamin aurait-il pu me faire ça? Nous venions d'avoir un bébé. Nous avions prévu un mariage. Nous avions prévu une vie ensemble. Mais ensuite, mon fils est rentré de chez sa grand-mère, les yeux rouges de larmes, et il m'a tout raconté. Il m'a raconté comment il avait entendu les adultes parler de l'endroit où se trouvait son père ce jour-là. Comment il était devenu méfiant.
Comment il avait utilisé la tablette de sa grand-mère pour chercher en ligne et avait trouvé une vidéo du mariage qui venait d'être postée. Comment il avait reconnu le lieu et décidé, dans sa tête de 9 ans, qu'il devait faire quelque chose. Il m'a raconté comment il avait pris de l'argent de sa tirelire, de l'argent qu'il économisait depuis des mois pour acheter un jeu vidéo, et comment il avait pris un bus, seul, jusqu'au centre d'événements. Il m'a raconté comment il avait franchi les portes dans son uniforme d'école, trempé parce qu'il avait commencé à pleuvoir pendant son trajet, portant sa sœur nouveau-née, qu'il avait convaincu sa grand-mère de le laisser tenir un instant avant de s'éclipser. Il m'a raconté comment il était entré seul dans cette salle de mariage et avait trouvé son père à l'hôtel, s'engageant envers quelqu'un d'autre. Et il m'a raconté comment il avait crié. J'ai serré ma petite fille et mon fils dans mes bras, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour lui. J'ai pleuré pour elle. J'ai pleuré pour la vie que je pensais avoir. J'ai pleuré pour les rêves qui venaient de s'effondrer en poussière. J'ai pleuré pour mon père, qui m'avait appris à être forte, indépendante, et à ne jamais me contenter de moins que ce que je méritais. Et je me suis demandé où je m'étais trompée. Je me suis demandé quand j'avais cessé d'écouter sa voix dans ma tête. Mais avant de vous en dire plus sur ce jour, sur les conséquences, sur la façon dont ma vie s'est brisée en 1000 morceaux que j'ai dû reconstruire de mes propres mains, je dois vous dire quelque chose. Je dois vous faire comprendre qui je suis. Je dois vous faire comprendre ce que j'avais déjà surmonté avant ce moment, car c'est la seule façon pour vous de comprendre comment j'ai survécu à cette trahison également. Ceci est l'histoire de la façon dont j'ai tout perdu et contre toute attente, gagné bien plus encore. Mais pour comprendre la fin, pour comprendre comment la justice est arrivée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, pour comprendre le vrai sens du karma, il faut comprendre le commencement. Je suis née d'une femme que je n'ai jamais eu la chance de connaître. Ma mère est décédée 3 jours après ma naissance. 3 jours. C'est tout le temps qu'elle a eu sur cette terre après m'avoir donné la vie. Je n'ai jamais pu lui en vouloir. Évidemment, ce n'était pas son choix. Mais son absence m'a façonné d'une manière que je n'ai comprise que bien plus tard. Mon père ne s'en est jamais remis. Des proches m'ont dit qu'il l'aimait si profondément que sa perte l'a presque détruit. Après sa mort, il a été perdu pendant un temps. Il ne mangeait pas, ne dormait pas. Il restait assis dans la maison, me tenant dans ses bras et pleurant, se demandant comment il allait s'en sortir seul. Mais quelque chose a changé en lui quand il m'a regardé. Il a vu son visage dans le mien. Il a vu ses yeux, son sourire, son potentiel. Et il a pris la décision ce jour-là qu'il n'allait pas s'effondrer. Il allait être 2 fois plus fort, car il devait l'être pour nous deux. Mon père ne s'est jamais remarié. Il disait toujours, j'ai eu mon unique grand amour, et personne ne peut se comparer. Mais j'ai ma fille, et elle est tout ce dont j'ai besoin. Enfant, je ne comprenais pas quel cadeau c'était d'avoir un parent si entièrement dévoué. Je pensais que c'était normal. Mon père me racontait des histoires sur ma mère. Il s'assurait que je la connaisse, même si je ne l'avais jamais rencontrée. Il s'assurait que je la porte dans mon cœur. Il s'assurait que je comprenne que j'étais la combinaison des deux, sa force et sa grâce, sa détermination et sa bonté. Elle serait si fière de toi, Lily, me disait-il. Je le croyais. Mon père était un homme d'affaires, dans le sens le plus honnête du terme. Il n'était pas riche, mais il était travailleur, intègre, et il a bâti une belle vie pour nous. Il possédait une petite entreprise d'importation de textiles. Il m'a tout appris sur les affaires, sur les gens, sur la manière d'être indépendante et forte. Il me disait, Lily, ma belle-fille, le monde essaiera de te rendre petite. Il te dira que ta valeur vient de la façon dont tu sers quelqu'un d'autre. Mais je t'apprends tout ce que je sais pour que tu puisses prendre soin de toi-même. Tu seras inarrêtable. Tu seras le genre de femme avec qui les hommes veulent construire, pas le genre de femme pour qui ils veulent construire. Chacun de ces mots est devenu une partie de moi, mon fondement. J'étais brillante à l'école, non seulement parce que j'étais naturellement intelligente, mais parce que mon père m'avait inculqué que l'éducation était mon arme, mon pouvoir. Il m'emmenait à son bureau le week-end. Il m'expliquait les contrats, les tactiques de négociation. Il me disait, une réputation se bâtit en des années et se détruit en quelques secondes. Tout ce que tu fais, fais-le avec intégrité. Il m'a appris la valeur de l'argent. Il ne m'a pas simplement donné de l'argent de poche, il me l'a fait gagner. Il m'a appris que l'argent était un outil, pas un luxe. Il me disait, Lily, quand tu peux prendre soin de toi, personne ne peut te contrôler. C'est ça, le vrai pouvoir. Le genre de pouvoir qui vient de l'intérieur. Il m'a aussi parlé d'amour. Trouve un homme qui veut construire avec toi, pas quelqu'un qui veut que tu construises pour lui. Trouve un homme qui te voit comme son égal, qui respecte ton esprit, qui célèbre tes succès. J'ai promis à mon père que je trouverais cet homme. Puis, quand j'avais 22 ans,
fraîchement diplômé en gestion des entreprises, mon père est mort dans un accident de voiture. Un chauffard ivre a grillé un feu rouge. En un instant, l'homme qui m'avait fait sentir que je pouvais tout faire m'a été enlevé. Je n'avais plus de mère, plus de père. J'avais un jeune frère, Daniel, encore à l'école. Et je devais trouver comment prendre soin de lui et de moi-même. Il n'y avait pas d'héritage. L'associé de mon père l'avait trahi. La maison était hypothéquée. Il y avait des dettes. Mais quelque chose que mon père m'avait enseigné a pris le dessus. Je suis passé en mode survie. J'ai dû canaliser chaque leçon qu'il m'avait donnée. Mon père m'avait préparé à cela. Il m'avait rendue forte. J'ai commencé à travailler immédiatement. J'ai pris tous les emplois que je pouvais trouver. Je travaillais dans la vente au détail le jour, dans un restaurant le week-end, dans un centre d'appel la nuit. Je dormais à peine, mais j'économisais chaque centime. Le soir, après le travail, j'étudiais. Je me suis formé à l'investissement, à la gestion financière, à la pensée entrepreneuriale. Environ 2 ans après la mort de mon père, j'ai eu une idée. J'ai commencé à préparer des encas dans mon appartement. Des pâtisseries que mon père aimait. Je les préparais dans ma petite cuisine le week-end et je postais des photos sur les réseaux sociaux. Au début, personne ne s'en souciait. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué, j'ai amélioré mes recettes, j'ai raconté les histoires derrière chaque friandise. Des histoires sur mon père, sur les souvenirs, sur la perte et l'amour. Et lentement, les gens ont commencé à commander. D'abord quelques amis, puis les amis de mes amis. Bientôt, je gagnais $50 par semaine, puis 100, puis 5 cents, puis 1000. Je dormais à peine, mais je construisais quelque chose. Mon petit frère m'aidait parfois. Nous étions une équipe. Environ 3 ans après le lancement de mon entreprise, j'ai rencontré Benjamin. C'était un client régulier. Il était charmant, d'une manière discrète. Il était gentil. Il s'intéressait à moi, à mon entreprise, à mes rêves. Il me disait que j'étais la femme la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée, que mon entreprise allait devenir énorme. J'étais seule. Je travaillais si dur. Et Benjamin est arrivé comme une brise chaude par une journée froide. Je crois que j'ai confondu cette sensation de confort avec de l'amour. Nous avons commencé à sortir ensemble. La 2e année, il a suggéré que nous emménagions ensemble. Cela semblait logique. Je pourrais utiliser l'argent du loyer pour développer mon entreprise. Alors, j'ai dit oui. Mais quelque chose a changé une fois que nous avons emménagé ensemble. J'ai remarqué que le travail de Benjamin ne payait pas beaucoup. Mon entreprise, en revanche, connaissait une croissance exponentielle. Je gagnais 3, parfois 4 fois son salaire. Mais c'est moi qui portais la majeure partie du poids financier de notre foyer. Je payais la majeure partie du loyer, des courses, des factures. Je ne me plaignais pas. J'étais amoureuse. Il rentrait du travail, s'asseyait sur le canapé et regardait la télévision pendant que j'étais dans la cuisine à travailler sur les commandes jusqu'à minuit. Il me souriait, me disait qu'il m'aimait, et je le croyais parce que je voulais le croire. La 3e année de notre relation, j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand je l'ai dit à Benjamin, il n'a pas réagi comme je l'espérais. Il a juste dit « D'accord, cool ». Puis il est retourné regarder la télévision. Mon cœur s'est un peu brisé. Il n'est pas venu à mes rendez-vous chez le médecin. Il n'a pas senti le bébé bouger. Il n'a pas parlé de prénom ou de la chambre d'enfant. Mon fils, Liam, est né un mardi matin. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Benjamin est venu à l'hôpital. Il a tenu son fils pendant environ 5 minutes, puis me l'a rendu en disant qu'il devait retourner au travail. Il n'est pas resté. Ce qu'il était, c'était absent. Pas physiquement, mais émotionnellement, mentalement, il était ailleurs. J'étais une nouvelle mère, à peine remise de l'accouchement, dirigeant une entreprise, et j'essayais d'être tout à la fois. Et Benjamin était juste là. La charge financière s'est alourdie. J'étais toujours celle qui gagnait la majorité de l'argent. Les années ont passé ainsi. Liam a grandi vite. Il était intelligent. Il a remarqué que son père n'était pas vraiment là pour lui. Il a remarqué que je travaillais toujours. Il a remarqué la tension entre nous. Quand Liam a eu 8 ans, Benjamin m'a finalement demandé en mariage. Il ne s'est pas mis à genoux. Il n'y avait pas de bague. Il a juste dit nonchalamment, « Alors, tu penses qu'on devrait se marier ?» Et j'ai dit oui. Parce qu'à ce moment-là, j'avais tellement investi en lui, en nous, que je ne pouvais pas imaginer dire non. J'ai demandé à ma meilleure amie, Zara, d'être ma demoiselle d'honneur. Elle semblait ravie. J'étais si naïve.
Au 2e mois de la planification du mariage, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte. La réaction de Benjamin a été la même qu'avec Liam. D'accord, cool. Nous avons décidé de nous marier après la naissance du bébé. Je devais accoucher en octobre, nous avons donc fixé le mariage pour début janvier. Ma fille, Charlotte, est née un dimanche après-midi. Elle était parfaite. 2 semaines après son retour de l'hôpital, faible et épuisée, j'ai vu une vidéo en ligne qui a tout changé. J'étais assise dans ma cuisine, mon espace de travail. Mon téléphone a vibré. Quelqu'un m'avait identifié dans une vidéo. J'ai cliqué. Et il était là. Benjamin. Mon Benjamin. L'homme avec qui j'étais depuis 9 ans. L'homme pour qui je venais de donner naissance à un 2e enfant. Il se mariait avec Zara, ma meilleure amie. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'est à ce moment-là que mon fils de 9 ans a décidé qu'il devait être l'homme de la famille et qu'il a couru dans cette salle de mariage, portant sa petite sœur, criant la vérité que son père voulait cacher. J'ai appelé mon frère, Daniel. C'était la seule personne à qui je pouvais penser. Il a pris Charlotte dans ses bras et je lui ai montré la vidéo. Ce salaud, dit-il d'une voix calme et contrôlée, ce qui était bien plus effrayant qu'un cri. J'ai dit à Liam ce qui s'était passé. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes, puis se durcir d'une colère qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait ressentir. Je vais lui dire ce qu'il a fait, a-t-il dit. Je vais lui faire voir ce qu'il nous a fait. J'ai essayé de l'en empêcher. Mais Liam avait déjà pris sa décision. Il avait la même détermination, le même feu, le même sens de la justice que mon père avait toujours incarné. Je ne savais pas qu'il prévoyait d'emmener sa sœur nouveau-née avec lui, de la sortir de l'hôpital pour forcer son père à voir les conséquences de ses actes. Il avait 9 ans, et le courage d'un homme. La vidéo est devenue virale. Des milliers de personnes ont regardé mon fils confronter son père. Des milliers de personnes ont entendu sa voix se briser. Des milliers de personnes ont vu le visage de Benjamin pâlir. Et Zara a ri. C'est la partie qui fait encore bouillir mon sang. Zara, ma meilleure amie, a ri de la douleur de mon fils. La mère de Benjamin est venue me voir à l'hôpital. Elle pleurait. « Je suis tellement désolée », disait-elle. « Ce qu'il vous a fait est impardonnable. » Un avocat est venu me voir. Il m'a offert son aide pour obtenir la garde et une pension alimentaire. Mais j'étais brisée. J'étais fatiguée de me battre. J'ai décidé de le laisser partir. Je devais me concentrer sur mes enfants, ma guérison, mon avenir. La première semaine à la maison a été un brouillard. Je devais prendre soin de Charlotte, de Liam, qui s'était renfermé. La nuit, après qu'il se soit endormi, je pleurais. La 2e semaine, j'ai dû retourner au travail. J'ai commencé à cuisiner la nuit, après que les enfants se soient endormis. Je cuisinais jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Je cuisinais ma tristesse, ma colère, ma trahison dans chaque friandise. La 3e semaine, j'ai su que je devais faire un changement. J'ai commencé à chercher un local pour mon entreprise. J'ai trouvé l'endroit parfait. Un petit magasin, loyer bon marché. Je me suis lancée dans l'aménagement. J'ai peint les murs, organisé la cuisine. En construisant cette boutique, je commençais à me reconstruire. Liam m'aidait après l'école. En travaillant avec moi, je le voyais revenir à lui-même. « Tu es si forte, maman », m'a-t-il dit un jour. J'ai appris du meilleur, lui ai-je répondu, en pensant à mon père. Mon père m'a appris que lorsque tout s'effondre, on reconstruit. On ne reste pas brisé. On construit quelque chose de mieux. Environ 3 mois après que la vidéo soit devenue virale, ma nouvelle boutique a ouvert. C'est là que je l'ai rencontré. Il est entré un mardi après-midi. Grand, bien habillé, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. Il y avait en lui une assurance tranquille, une force qui n'avait pas besoin de s'imposer. Il m'a posé des questions sur mon entreprise. Il écoutait vraiment. Il s'appelait Oliver. Il est devenu un client régulier. Il venait 2 fois par semaine, parfois plus. Il achetait des encas et discutait avec moi. Lentement, sur plusieurs semaines, puis plusieurs mois, quelque chose a changé entre nous. Il se souvenait des détails de ma vie. Il apportait de petits cadeaux à Liam. Un jour, Liam m'a dit « Je pense que cet homme t'aime bien, maman ». Environ 6 mois après l'ouverture de ma boutique, il m'a invité à sortir. Il était nerveux. Respectueux. J'ai dit oui. Ce premier rendez-vous a été incroyable. Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai tout raconté. Mon père, Benjamin, la trahison. Il n'a pas jugé. Il a simplement écouté. « Vous êtes une personne incroyable, Lily », a-t-il dit.
Vous avez traversé tant de choses et au lieu de vous laisser briser, vous avez construit quelque chose. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force. Nous avons commencé à sortir ensemble officiellement. C'était lent, prudent. Mais Oliver était patient. Il s'est présenté, constamment. Mes enfants ont commencé à l'aimer. Et j'ai commencé à croire qu'il y avait peut-être une chance pour moi d'avoir un vrai partenariat. Environ 1 an après le début de notre relation, j'ai appris quelque chose qui a tout changé. Un ancien collègue de Benjamin est entré dans ma boutique. Je ne savais pas que vous sortiez avec Oliver Parker, a-t-il dit. Comment connaissez-vous Oliver? Ai-je demandé. Oliver Parker est le patron de mon patron. Il est le PDG de l'entreprise qui possède la firme pour laquelle je travaille. Le soir, j'ai demandé à Oliver. Je le connais, a-t-il dit finalement. Il travaillait dans une de mes entreprises. Un employé médiocre. Je ne voulais pas que tu penses que j'avais des arrière-pensées. Je suis avec toi parce que je t'aime, Lily. J'ai pleuré cette nuit-là. Parce que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me voyait pour qui j'étais vraiment. J'ai pleuré parce que l'univers m'avait en quelque sorte amené la bonne personne au bon moment. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que mon père avait eu raison depuis le début. 1 an plus tard, Oliver m'a demandé en mariage. Cette fois, c'était dans les règles. Il s'est mis à genoux. Il m'a donné une bague magnifique. J'ai dit oui sans hésitation. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. Liam était le porteur d'alliance, Charlotte la bouquetière. Quand Oliver a prononcé ses vœux, il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer de la meilleure façon possible. Je promets de te voir, Lily. De vraiment te voir. De voir ta force et de la célébrer, pas de m'en sentir diminuer. De voir tes enfants et de les aimer comme les miens. De construire avec toi, pas pour toi. J'ai épousé un homme bon. Un homme qui comprenait ce que mon père avait essayé de m'apprendre. Nous avons construit une vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. 3 ans après mon mariage avec Oliver, environ 5 ans après que Benjamin ait épousé Hara, j'ai commencé à entendre des rumeurs. Benjamin avait trompé Zara. À plusieurs reprises, avec plusieurs femmes. Une vidéo humiliante était devenue virale, montrant des messages, des rencontres. C'était public. C'était tout ce que Benjamin méritait. Son entreprise l'a licencié. Il est devenu inemployable. Le divorce avec Zara a été désordonné et public. Au moment où il a été finalisé, Benjamin était ruiné. Il avait tout perdu. Et je n'ai ressenti que de la pitié pour lui. La justice était venue, mais elle n'avait rien à voir avec moi. Mon bonheur ne dépendait pas de sa souffrance. Zara est venue à ma boutique 2 ans plus tard. Elle avait l'air plus âgée, épuisée. Lily, dit-elle d'une voix brisée. Je voulais m'excuser. J'ai regardé cette femme qui avait été ma meilleure amie, qui avait ri de la douleur de mon fils. Et j'ai vu quelqu'un de brisé. Je te pardonne, ai-je dit, et je le pensais. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que j'en avais fini de porter le poids de la colère. Ma vie a continué à s'épanouir. Mon entreprise a grandi. Mes enfants étaient heureux. Mon mari était heureux. Nous avions construit une vie pleine d'amour. Liam était devenu un adolescent confiant et gentil. Charlotte, une fillette heureuse qui n'avait jamais connu la douleur de la trahison de son père. Oliver était son père dans tous les sens qui comptaient. Un soir, 15 ans après la trahison de Benjamin, Oliver et moi étions assis sur notre porche. « Sais-tu ce qui m'étonne chez toi ?» dit Oliver. « Tu aurais pu devenir amère. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es ouverte à la possibilité de quelque chose de mieux. » J'ai posé ma tête sur son épaule et je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante pour mon père qui m'avait appris à être forte. Reconnaissante pour mes enfants qui m'avaient montré ce que signifiait le courage et la résilience. Reconnaissante pour Oliver qui m'avait montré ce que l'amour pouvait être. La vraie victoire n'est pas la chute de ceux qui nous ont fait du mal. La vraie victoire, c'est de construire son propre bonheur, indépendamment d'eux. C'est ce que mon père essayait de m'apprendre. Quand vous connaissez votre propre valeur, personne ne peut vous l'apprendre. Personne ne peut vous rendre petite. Personne ne peut éteindre votre lumière. Mon histoire n'est plus celle de la trahison de Benjamin. C'est l'histoire de l'amour d'Oliver. C'est l'histoire de la résilience de mes enfants. C'est l'histoire de l'entreprise que j'ai bâtie. C'est l'histoire d'une survie, d'une reconstruction, de la création de quelque chose de beau à partir des cendres de ma douleur. C'est l'héritage de mon père, vivant et vibrant à travers moi. Et j'en suis si reconnaissante.